Il n'a jamais été un homme des aveux faciles. Chris Christopherson portait ses sentiments comme on porte une cicatrice, discrètement, mais pour toujours. À 88 ans, au terme d'une vie où chaque succès semblait exiger un sacrifice, il laisse affleurer une vérité intime. L'amour brisé qu'il a longtemps gardé pour Rita Coolidge, cette voix solaire qui a traversé sa carrière comme une promesse, puis comme une absence. Lui, le songwriter à la poésie rugueuse, le comédien au charme frontal, l'icône de l'outlaw country. Elle, la musicienne d'une grâce souple, une artiste capable de douceur et de feu, assez forte pour exister à côté de lui et assez vulnérable pour s'y brûler. Ils ont été un couple, sur scène et hors scène. Ils se sont mariés en 1973 et ont divorcé en 1980. Ensemble, ils ont enregistré, tourné, aimé, résisté, et fini par céder sous un poids qui dépassait la simple histoire d'un homme et d'une femme. Le public se souvient des duos, des sourires, des chansons partagées. Mais derrière la musique, il y avait des silences, des jours où l'on se parle à peine, des soirs où l'on comprend que l'autre s'éloigne sans même franchir la porte. Alors pourquoi maintenant ? Pourquoi ce besoin tardif de revenir sur Rita ? Parce qu'à la fin, il ne reste plus les trophées, ni les rôles, ni même les légendes que l'industrie fabrique. Il reste ce qu'on n'a pas su dire. Et chez Christopherson, cette retenue a toujours été une manière de survivre, transformer la douleur en texte, l'échec en chanson, l'amour en métaphore. Mais l'âge, la fatigue et la conscience aiguë du temps qui se referme imposent parfois une clarté brute. Christopherson s'est retiré de la scène en 2021. Et lorsqu'il s'éteint le 28 septembre 2024, à 88 ans, il devient évident que certaines vérités n'attendent pas l'approbation des vivants. Elles exigent seulement d'être reconnues. Rita, elle, n'a jamais complètement effacé Chris. Dans ses mots, on entend quelque chose qui ressemble à une fidélité paradoxale, celle d'un amour qui ne convient plus, mais qui laisse une empreinte. Dans une interview autour de ses mémoires Delta Lady, elle dit « Chris et moi, on a une connexion. On rit de choses que personne d'autre ne comprend. Un lien au-delà de toute compréhension, affirme-t-elle. Et c'est là que commence notre histoire. Non pas dans le glamour, mais dans ce point fragile où deux artistes se reconnaissent et se perdent. Alors, que s'est-il vraiment passé au moment précis de leur rencontre, ce moment où tout bascule ? Pourquoi leur amour si évident en musique s'est-il fissuré dans la vie ? Et surtout, qu'est-ce que Chris n'a jamais pu dire à Rita quand il en avait encore le temps ? Elle n'a pas eu besoin de le connaître pour le comprendre. Rita Coolidge a eu, dès les premières minutes, l'intuition dangereuse qu'avec Chris Christopherson, rien ne serait tiède. En 1971, ils se retrouvent sur le même vol, de Los Angeles vers Memphis. Un détail banal, presque anonyme, dans une industrie où l'on traverse les aéroports comme des couloirs de studio. Et pourtant, c'est là que tout commence. Coolidge le racontera plus tard avec une formule qui sonne comme un sourire, mais qui dit surtout la fulgurance. Love at first flight. Elle précise qu'ils ont parlé pendant tout le trajet, sans rupture, comme si le temps avait cessé d'être un obstacle. Chris, à ce moment-là, n'est pas seulement un chanteur prometteur. Il est déjà une énigme en marche. Ancien militaire, esprit brillant, homme qui a quitté une trajectoire respectable pour courir après une vérité plus rude, plus incertaine. Les gens autour de lui voient le charisme. Rita, elle, perçoit autre chose, une tension intérieure, une manière d'être à la fois présent et ailleurs. Un homme qui écoute, mais qui semble aussi se protéger de ce qu'il ressent. Rita Coolidge, elle, est déjà dans le circuit des grandes voix et des grands musiciens. Elle a cette allure calme, presque classique, mais un tempérament qui ne supporte pas la domination. Et ce jour-là, dans cet espace suspendu d'un avion, ils ne jouent pas un rôle. Ils ne sont ni la star, ni la choriste. Ils sont deux artistes qui se reconnaissent dans la même fatigue, la même faim, la même nécessité de créer pour respirer. Ce qui frappe quand on reconstitue ce moment, c'est la vitesse. Mais alors, est-ce vraiment la vitesse ou plutôt l'évidence ? Leur conversation, selon le récit de Rita, n'a pas l'allure d'une séduction calculée. Elle ressemble davantage à ces échanges qu'on ne maîtrise pas. On parle trop, on dit ce qu'on ne dit jamais, on laisse tomber des morceaux de soi sans s'en rendre compte. Et dans cette industrie, cela vaut plus cher qu'un contrat. Il y a aussi l'arrière-plan, qu'on oublie souvent. L'Amérique musicale du début des années 1970 est un carrefour. La country se politise, s'endurcit, se modernise. Les frontières entre rock, folk, soul, pop deviennent poreuses.
On se croise entre tournées, studios, émissions, sessions, improvisées. Les rencontres sont permanentes, mais les vraies connexions sont rares. Eux, ce jour-là, ne se contentent pas de se plaire, ils se comprennent artistiquement. Très vite, leur relation se nourrit de ce qu'ils sont, des voix, des chansons, des nerfs à vif. La musique devient un langage privé, une manière de se dire « je te vois » sans s'exposer frontalement. On retrouvera cette alchimie plus tard dans leurs projets communs, notamment l'album Full Moon, crédité à leurs deux noms en 1973, comme si leur union devait exister aussi sur une pochette, officiellement, devant tous. Mais revenons à 1971. Ce que la caméra ne filmerait pas, et que la voix off doit rendre, c'est le mélange de grâce et de danger. Parce que Kris Kristofferson, déjà, porte sa propre légende. Le poète viril, l'homme libre, l'outlaw sentimental. Et Rita Coolidge, même fascinée, n'est pas naïve. Elle sent que l'homme qu'elle rencontre est capable d'une tendresse immense et d'une fuite tout aussi immense. Pourtant, elle y va. Elle y va parce qu'il y a ce moment précis, celui que toute une vie n'efface pas, où l'on se dit que l'amour pourrait être à la hauteur du talent. Qu'avec lui, l'intensité ne serait pas seulement une posture, mais une vérité. Et Kris, de son côté, est attiré par une force différente de la sienne. Chez Rita, il n'y a pas de brutalité, pas de cynisme. Il y a une solidité douce, une lumière qui ne crie pas. Ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que cette même lumière deviendra, plus tard, un point de friction. Parce qu'aimer un homme qui vit dans l'excès d'émotion, de travail, de solitude, de public, exige un prix. À ce stade, ils n'en sont pas là. À ce stade, ils sont dans l'élan, dans l'ivresse de se trouver. Et c'est souvent là, précisément là, que se cachent les futures fissures. Ils ont vécu leur amour comme on vit une ascension, en plein vent, au vu de tous, avec cette sensation grisante que rien ne peut les arrêter. Jusqu'au moment où l'altitude devient dangereuse. Au début des années 1970, Kris Kristofferson n'est plus seulement un auteur talentueux. Il est déjà une signature qui circule de bouche en bouche. Ses chansons sont reprises, portées, transformées en hymnes. Il incarne cette nouvelle Amérique musicale, lettrée, rugueuse, populaire, capable de poésie sans demander la permission. Et en même temps, il devient un visage. Le cinéma l'appelle. Le public ne sait pas toujours quoi admirer en premier, l'écrivain de chansons, le chanteur ou l'acteur. Cette multiplication des rôles fabrique une mythologie et une pression. Rita Coolidge, elle, avance avec une autre arme, une voix qui ne force pas mais qui s'impose. Elle n'a pas besoin de crier pour exister. Sa présence est d'une évidence calme, presque hypnotique. Et quand ces deux trajectoires se croisent vraiment, ce n'est pas seulement une romance, c'est une association artistique qui attire immédiatement l'attention. Ils deviennent le couple. Ce mot, dans la culture populaire, est rarement un compliment. Il signifie exposition, commentaire, attente, et une forme de mise en scène permanente, parfois insidieuse, où l'on confond la vie et le spectacle. En 1973, ils officialisent, ils se marient, et détail révélateur, l'album Full Moon sort la même année, en septembre 1973, comme si leur union devait être aussi un produit culturel, une déclaration au public. Ce disque n'est pas un simple projet à deux. Il a quelque chose de l'album de fusion, presque de la preuve. Regardez, écoutez, ils sont ensemble, ils se répondent, ils se soutiennent. On y entend une douceur plus polie que dans l'univers solo de Kris, un son plus produit, plus lumineux, et des chiffres suivent. Full Moon atteint la première place des classements country américains. Il y a même un single au parfum plus pop, A Song I'd Like to Sing, qui entre dans le top 40 pop aux États-Unis, une passerelle rare à l'époque entre country et radio grand public. Mais la vraie consécration, celle qui grave leur duo dans le marbre, arrive en 1974. From the Bottle to the Bottom leur vaut un Grammy dans la catégorie performance vocale country par un duo ou un groupe. Ce n'est pas seulement un trophée, c'est un signal. Leur intimité, mise en musique, est devenue un objet de reconnaissance institutionnelle. La chambre, le couple, la tension, tout cela est maintenant récompensé. Et paradoxalement, quand l'amour devient une performance primée, il cesse d'appartenir entièrement à ceux qui le vivent. À ce stade, ils sont au sommet. Les tournées, les interviews, les studios, les photographies, les invitations, tout s'enchaîne. Dans l'imaginaire collectif, ils sont la preuve qu'une histoire d'amour peut être moderne, libre, artistique.
un duo où chacun semble élever l'autre. Mais alors, que se passe-t-il quand le travail dévore la relation? Que se passe-t-il quand l'homme que l'on aime est aussi un symbole que tout le monde réclame? Parce qu'il faut regarder de près le mécanisme de la gloire. Elle ne se contente pas d'ajouter des opportunités, elle retire du temps, elle retire de l'intimité, elle impose des horaires, des absences, des contraintes. Et chez Christopherson, l'exigence est double. Il doit être présent partout, tout le temps, en musique et à l'écran. Chez Rita, l'exigence est plus silencieuse, mais tout aussi lourde. Tenir sa place, rester artiste, ne pas devenir uniquement la femme de. Dans la voix off, on pourrait entendre cette phrase, presque comme un avertissement. La gloire n'abîme pas toujours par scandale. Elle abîme par usure. Ils brillent, oui. Ils enregistrent, oui. Ils apparaissent comme une évidence, oui. Mais on devine déjà une fragilité spécifique au couple de scène. L'équilibre dépend d'une alchimie qui ne supporte pas le moindre grain de sable. Une fatigue, une jalousie professionnelle, une incompréhension sur un plateau, un mot de trop, un silence de trop. Et surtout, la question que Rita posera plus tard de manière implicite dans ce qu'elle raconte de leur lien. Comment préserver un amour quand la vie extérieure le transforme en récit public? Car au sommet, on ne tombe pas d'un coup, on se fissure. Mais alors, au moment même où le public les célébrait comme un duo parfait, quelque chose commençait déjà à se défaire, lentement, presque à bas bruit. Les fissures, dans les couples de célébrités, ne naissent pas toujours d'un événement spectaculaire. Elles naissent d'un rythme, d'une fatigue, d'une accumulation. Et chez Kris Kristofferson et Rita Coolidge, ce rythme avait un nom, la tournée, les sessions, les plateaux, les obligations. Cette mécanique qui transforme l'amour en agenda. Kris avançait comme un homme en fuite permanente, pas seulement par ambition, par tempérament. Il portait en lui un mélange de feu et de retrait, capable d'une tendresse absolue puis d'un éloignement soudain, comme si l'intimité l'effrayait autant qu'elle l'attirait. Rita, elle, voulait une relation réelle, pas une relation administrée par la célébrité. Et dans ses mémoires, Delta Lady, puis dans les entretiens accordés à l'époque de la sortie du livre, elle décrit un lien qui, malgré une connexion persistante, a été rongé par des blessures profondes. Il y a d'abord l'alcool. Beaucoup de proches et de récits biographiques convergent sur le fait que Kristofferson a longtemps lutté avec la boisson et qu'il devient sobre autour de 1980, l'année même où leur mariage prend fin. Et l'alcool dans un couple n'est jamais un détail de vie d'artiste. C'est une atmosphère, une imprévisibilité, des mots qu'on ne rattrape pas, des absences à l'intérieur même de la présence. Puis il y a ce que Rita a fini par dire sans chercher les faits, l'infidélité. Et une violence qu'elle qualifie de sporadique, pas un feuilleton continu, mais des épisodes suffisamment marquants pour laisser une trace durable. Elle en parle dans la presse à l'occasion de Delta Lady, avec une franchise qui n'a rien de spectaculaire, justement parce qu'elle refuse d'en faire un spectacle. Pourtant, il faut entendre l'autre couche, celle qui rend l'histoire plus tragique. Rita ne raconte pas ses fissures comme une revanche. Elle raconte une usure. Elle raconte aussi un paradoxe. Malgré la rupture, malgré les blessures, le lien n'a jamais totalement disparu. Dans un entretien, elle dit que leur connexion a duré au fil des décennies et elle insiste sur cette complicité presque absurde. On rit de choses que personne d'autre ne comprend. C'est précisément ce genre de phrase qui fait mal, parce qu'elle sonne vraie. On peut être abîmé par quelqu'un et continuer à le reconnaître comme une partie de sa propre histoire. Et au milieu de tout cela, il y a la maternité, elle aussi traversée par la fragilité. Certains récits biographiques et critiques autour de leur période commune mentionnent la naissance de leur fille en 1974, puis une fausse couche en 1977, autant d'événements qui, dans un couple déjà sous tension, peuvent amplifier le silence plutôt que le réparer. Mais alors, comment se fissure-t-on concrètement, au quotidien, par des scènes minuscules, un départ de plus, un retour trop tard, un regard qui ne cherche plus l'autre dans la pièce, la jalousie professionnelle parfois, mais surtout une jalousie plus sourde, celle du temps volé par la gloire. Kris est demandé partout. Rita, elle, se bat pour ne pas devenir une annexe de cette légende masculine qu'Hollywood et Nashville adorent fabriquer. Ce soir-là, ce n'est pas forcément un grand drame. C'est peut-être juste un dîner annulé, une promesse reportée, une dispute qui commence sur rien, puis dérape parce que les nerfs sont à nu.
Et dans les couples d'artistes, il y a une chose particulièrement dangereuse. La musique peut continuer à fonctionner même quand la relation se délite. On peut chanter juste, sourire au bon moment, faire le duo, tout en étant déjà deux solitudes. Rita écrit, dans l'esprit de ses souvenirs, qu'il y a eu une forme de fatalité dans leur mariage, comme si, rétrospectivement, le couple portait sa propre fin dès le début. Ce n'est pas du romantisme noir, c'est une lucidité. Certains amours naissent très haut, et c'est précisément ce qui les rend vulnérables. Parce qu'ils n'ont pas l'espace de se construire lentement, ils brûlent, et la fissure devient fracture quand l'on réalise une chose simple, on ne se retrouve plus. On se croise. À la fin des années 1970, ils ne sont plus seulement un couple célèbre sous pression, ils sont deux personnes qui essaient de survivre à leur propre histoire. Le divorce tombe en 1980, comme un point final administratif, alors que le point final émotionnel, lui, mettra des décennies à se déposer. La question désormais n'est plus « est-ce qu'ils vont se séparer ?» La question devient plus cruelle. Quand la crise arrive, quel événement fait basculer l'irréparable? Qu'est-ce qui, dans leur silence, finit par exploser? Et que reste-t-il après, quand on a perdu l'amour? Mais pas la mémoire de l'amour. Il y a un moment où l'on ne répare plus. On commence seulement à compter les dégâts et à choisir ce qu'on peut encore sauver de soi. À la fin des années 1970, Kris Kristofferson et Rita Coolidge ne sont plus simplement un couple sous pression. Ils sont deux êtres qui portent la même histoire, mais plus du tout la même manière de la vivre. La crise n'arrive pas comme un coup de tonnerre isolé. Elle arrive comme une marée. Elle monte, elle revient, elle insiste. Et un jour, elle passe au-dessus. Dans les récits de Rita, ce qui frappe, c'est la coexistence de deux vérités. D'un côté, l'amour réel, profond, presque instinctif. Et de l'autre, la réalité d'un mariage abîmé par des comportements destructeurs. Lors de la sortie de ses mémoires Delta Lady, elle évoque sans détour des infidélités et une violence qu'elle présente comme intermittente, mais suffisamment grave pour faire basculer une relation dans une zone d'insécurité permanente. Et c'est là que le scandale cesse d'être une matière people, parce que, dans un couple, la violence n'est jamais un épisode, c'est un climat, un réflexe de protection qui s'installe, une façon de surveiller le ton de la voix, le moment où l'on parle, la manière dont on formule une remarque. On vit sur la pointe des pieds même quand on sourit en public. Mais alors, pourquoi rester? Parce que, chez eux, il y a la musique, qui continue de produire de la beauté même lorsque la vie se dégrade. Et parce que l'industrie entretient une illusion dangereuse. Tant que l'on fonctionne sur scène, on peut penser que tout le reste va suivre. Or, souvent, c'est l'inverse. La scène masque l'effondrement. Le troisième ingrédient, le plus corrosif, c'est l'alcool. Kristofferson parlera plus tard de cette période comme d'un moment où il se détruisait physiquement et moralement. Dans un entretien, il raconte une consommation massive au point qu'un médecin l'aurait alerté sur l'état de son foie, le poussant à arrêter brutalement, cold turkey. Et la crise donc, ce n'est pas uniquement « il divorce ». La crise, c'est ce qui précède le divorce. Le moment où l'on comprend que l'amour ne suffit plus à neutraliser ce qui fait peur. C'est le moment où l'on admet, parfois à voix basse, qu'on ne reconnaît plus la personne en face. Ou qu'on se reconnaît trop bien, justement, dans ce que l'on devient. On imagine des scènes courtes, presque banales, mais lourdes, un retour tardif, une discussion qui tourne court, une promesse qui s'effrite. On imagine Rita, partagée entre la femme et l'artiste, protéger sa dignité, sa sécurité, son avenir. On imagine Kris, coincé dans sa propre légende d'homme libre, incapable de supporter l'idée d'être contenu, tenu, rattrapé. Et quand un homme vit dans l'excès, la tendresse elle-même peut devenir dangereuse. Elle ressemble à une dépendance. Puis arrive l'irréparable, la rupture officielle. 1980. Le divorce comme acte légal, comme constat. Le public, lui, retient une formule simple. Ils se séparent. Mais eux vivent une dislocation plus complexe. Comment démêler l'amour de la douleur, le souvenir de la survie, la musique de la vie réelle? Un divorce ne met pas fin à une histoire, il met fin à une cohabitation. Le reste, le deuil, la colère, l'attachement, la nostalgie continuent, souvent en sourdine. Et c'est ici que la crise prend une forme presque tragique. Au moment où Kristofferson commence à sortir de l'autodestruction, au moment où il se rapproche d'une sobriété possible, le couple, lui, est déjà trop endommagé pour se reconstruire. Comme si l'amélioration personnelle arrivait
après la perte. Dans la voix off, on laisserait un silence, puis une phrase courte, sans jugement. Ils n'ont pas seulement perdu un mariage, ils ont perdu une version d'eux-mêmes. Et la question maintenant n'est plus « pourquoi ça s'est terminé ?» C'est « qu'est-ce qu'on fait après avoir survécu à l'amour ?» Comment on vit séparément, avec une histoire qui continue de battre quelque part. Après la rupture, il n'y a pas de libération spectaculaire. Il y a d'abord un vide. Un silence qui n'a plus besoin de faire semblant. 1980 ferme un chapitre sur le papier, mais dans la vie réelle, les pages restent collées. Chris Christopherson et Rita Coolidge se retrouvent chacun face à la même question brutale, intime. Qu'est-ce qu'on devient quand on n'est plus nous? Pour Chris, la période qui suit ressemble à une tentative de reprise en main. Pas une rédemption hollywoodienne, plutôt une reconstruction à coup de décisions pratiques. Travailler, tourner, avancer, tenir. Il se recentre sur le cinéma pendant un temps et continue d'exister dans cette double identité qui a toujours été la sienne. La musique comme confession indirecte, l'écran comme masque acceptable. Et puis il y a un autre basculement, plus discret, plus déterminant, la sobriété, évoquée par plusieurs récits biographiques comme un tournant autour de 1980 précisément, au moment où son mariage se termine. Comme si l'homme apprenait à sortir de l'autodestruction, quand la relation, elle, n'avait plus de réserve. Rita, de son côté, continue à avancer sans s'effacer. Elle refuse d'être l'ombre d'une légende masculine ou la simple note de bas de page d'un divorce célèbre. Sa carrière solo se consolide dans les années 1980, entre pop, adulte contemporary, country, avec cette capacité rare à naviguer sans se renier. On la connaît aussi pour All Time High, chanson thème du film Octopussy, 1983, signe qu'elle s'inscrit durablement dans la culture populaire au-delà de son histoire avec Chris. Mais alors, le plus difficile n'est pas de réussir. Le plus difficile, c'est de ne pas laisser l'histoire passée définir le présent. Et c'est là que la tempête laisse son empreinte, dans la manière dont chacun porte l'autre, même absent. Rita ne raconte pas leur relation comme un conte noir. Elle raconte un mélange, une contradiction, des blessures réelles et pourtant une connexion qui ne s'est jamais totalement dissoute. Elle emploie cette phrase qui surprend par sa simplicité. Il riait de choses que personne d'autre ne comprenait. Et elle insiste sur la persistance d'un lien au fil des décennies. Ce n'est pas de la nostalgie facile. C'est une description exacte de ce que certains amours laissent derrière eux. Une langue commune, une mémoire partagée, impossible à effacer. Chris, lui, refait sa vie. En 1983, il épouse Lisa Meyers et leur mariage dure jusqu'à sa mort en 2024. Dans des propos rapportés bien plus tard, il parle de cette période de maturité avec une gratitude presque étonnée, comme si la stabilité était devenue un miracle quotidien. « I feel nothing but gratitude, living with the people I love », dit-il dans une citation reprise par la presse, évoquant aussi sa femme qui le garde hors de trouble. On entend derrière ces mots la reconnaissance d'un homme qui sait ce qu'il a failli perdre, sa santé, sa paix, et peut-être sa capacité à aimer sans se détruire. Pourtant, cette nouvelle stabilité ne gomme pas l'ancienne histoire, elle la met en perspective. Et c'est souvent cela, après la tempête, non pas oublier, mais classer. Mettre un cadre autour du passé pour que le passé cesse d'envahir tout le reste. Rita, des années plus tard, finit par écrire. Pas pour régler des comptes, mais pour reprendre la maîtrise du récit. Ses mémoires, Delta Lady, existent aussi comme une manière de dire « voici ma version, mon vécu, ma complexité ». Parce qu'après une relation avec une icône, il faut parfois une vie entière pour récupérer son propre nom. Et puis il y a l'élément le plus délicat, ce qu'ils se doivent au-delà de tout. Le respect peut-être, la reconnaissance, le fait de ne pas transformer l'autre en caricature. Rita, même quand elle parle des aspects les plus douloureux, ne cherche pas la mise à mort médiatique. Elle ne gomme pas non plus la beauté. Et cette coexistence beauté et dégâts donne à leur histoire une épaisseur rare. C'est là que la voix off peut ralentir, respirer, laisser un silence. Ils ont survécu à leur amour, mais ils n'ont jamais cessé d'en porter l'empreinte. Et c'est précisément à cet endroit, dans cette zone grise où le passé ne meurt pas, que se prépare la prochaine étape. Car vient un âge où l'on n'a plus envie de détourner les yeux, où l'on cesse de parler en chansons, en interviews prudentes, en souvenirs polis. Reste une question. Qu'est-ce que Chris n'a jamais dit publiquement et qu'est-ce qui, à la fin, le pousse à briser le silence? Il y a des hommes qui passent leur vie à parler au monde,
sans jamais dire l'essentiel à la personne qui compte. Chris Christopherson a toujours eu cette élégance-là, transformer l'intime en chanson et laisser le public croire qu'il avait tout compris. Il donnait l'impression d'un homme libre, entier, presque indestructible. Mais à la fin, ce sont souvent les choses non dites qui pèsent le plus lourd. Pas les triomphes, pas les films, pas les récompenses. Les mots qu'on n'a pas prononcés au bon moment. La révélation dans cette histoire n'a rien d'un scoop bruyant. Elle ressemble plutôt à une capitulation lente, un relâchement. Comme si, avec l'âge, il n'avait plus la force de maintenir l'armure. On sait une chose, documentée, claire, leur lien n'a pas été effacé par le divorce. Rita Coolidge le dit sans détour, avec une sobriété presque déconcertante. Elle raconte qu'ils ont gardé un bond au-delà de toute compréhension, qu'ils se comprenaient encore, qu'ils riaient de choses que personne d'autre ne saisissait. Elle résume leur rencontre d'un trait « Love at first flight » et, en même temps, elle refuse de réduire le reste à une simple nostalgie. Ce que cela signifie, en creux, est plus fort que n'importe quelle phrase romantique. Malgré les blessures, malgré l'orage, quelque chose est resté vivant. Et pourtant, ce quelque chose n'a pas réparé l'histoire. Parce que la vérité la plus dure, celle qu'on n'ose pas toujours formuler, c'est qu'on peut aimer et faire du mal. On peut être profondément attaché et incapable d'être sain. Dans le cas de Chris, l'alcool a longtemps été une force de gravité. Dans un entretien, il se décrit lui-même à une époque comme un homme qui se détruisait. Il parle d'une consommation massive, d'un médecin lui annonçant que son foie était gros comme un ballon et de cette décision d'arrêter cold turkey parce qu'il allait se tuer. Ce n'est pas un détail biographique, c'est une clé. Parce qu'un couple qui vit avec l'alcool vit aussi avec l'imprévisible. Les absences, les tensions, la honte, les excuses, les promesses, puis des rechutes émotionnelles. Et ce que la presse biographique rappelle, c'est que Christopherson se serait effectivement assagi autour de 1980, l'année de la fin de son mariage avec Rita. La chronologie devient presque insupportable. La sobriété comme sortie possible, au moment même où le couple n'a plus assez de réserve pour se reconstruire. Comme si la guérison arrivait trop tard pour l'amour. Alors, où est la révélation? Elle est dans ce retournement tardif de perspective, dans cette capacité, en fin de vie, à regarder une histoire sans phare, à admettre que l'on n'a pas seulement perdu un mariage, mais blessé une personne qui comptait, et s'être blessé soi-même en retour. Il faut imaginer Chris vieillissant, moins préoccupé par l'image, moins pressé par la scène, davantage confronté au bilan. Dans ces années-là, la vie ne se mesure plus en projets, mais en traces. Et Rita, de son côté, écrit, parle, remet de l'ordre. Son récit n'est pas un règlement de compte, c'est une reprise de contrôle. À partir de là, la révélation n'a plus besoin d'être une phrase prononcée devant caméra. Elle existe déjà, parce que le silence a changé de nature. Il n'est plus protecteur, il devient accusateur. Et puis il y a l'autre bascule, celle qui rend tout cela encore plus poignant. Chris meurt à 88 ans, le 28 septembre 2024. À cet âge, la disparition agit comme un projecteur. On relit, on réécoute, on entend dans des chansons anciennes ce qu'on n'entendait pas avant. On comprend que certains textes étaient peut-être des lettres déguisées. Et l'on se demande, à qui parlait-il vraiment quand il écrivait sur l'amour, la culpabilité, l'impossibilité de tenir une promesse? La révélation, au fond, tient en une idée simple et très adulte. On peut construire une vie entière après une rupture, aimer encore, fonder une famille, trouver la paix, et garder quelque part un amour brisé, non pas parce qu'il continue de gouverner le présent, mais parce qu'il n'a jamais reçu une conclusion propre. C'est cela, l'amour brisé, pas une passion active, une dette émotionnelle, un chapitre sans dernière ligne. Et maintenant, il ne reste plus qu'une question la plus silencieuse de toutes. Qu'est-ce qu'on laisse, après soi, à la personne qu'on a aimée? Une excuse? Une chanson? Un souvenir acceptable? Ou seulement cette reconnaissance tardive que oui, on a aimé, et que oui, on n'a pas su? Il n'y a pas de morale à la fin, il n'y a pas de verdict. Il y a seulement ce que le temps fait aux histoires. Il les simplifie pour le public, mais il les complexifie pour ceux qui les ont vécues. Chris Christopherson et Rita Coolidge resteront pour beaucoup un duo de la grande époque. Une rencontre presque cinématographique, un disque, un Grammy, une séparation, puis la vie qui continue. C'est la version lisible, la version que l'on raconte vite,
parce qu'elle tient en quelques dates et quelques images. Mais quand on écoute réellement ce que cette histoire dit, on comprend qu'elle ne parle pas seulement de célébrité. Elle parle d'un mécanisme plus intime, ce que l'on perd quand on n'a pas su grandir au même rythme que l'amour. Rita, dans ses mots, a laissé quelque chose de rare, la possibilité de tenir ensemble deux réalités qui, d'ordinaire, s'excluent. D'un côté, la lucidité sur les blessures, celles qui ont rendu la vie commune impossible. De l'autre, la reconnaissance d'un lien qui a résisté, d'une complicité qui ne s'est jamais totalement éteinte. Cette phrase si simple et si dense. Il riait de choses que personne d'autre ne comprenait. C'est une manière de dire qu'au cœur de la rupture, il restait quelque chose de leur langue commune, un territoire à eux, fragile, inutile peut-être pour réparer, mais réel. Chris, lui, a traversé la suite autrement. Une stabilité retrouvée, un mariage durable, une forme de paix dans la maturité. Et pourtant, même là, on peut imaginer sans romancer, sans exagérer, qu'il existe des souvenirs qui ne se rangent pas, des visages qui restent. Pas parce qu'on veut revenir, mais parce qu'ils ont marqué une époque de soi-même. On ne revient pas à Rita, on ne revient pas à Chris. On revient à ce qu'on était, quand tout semblait possible. La mort de Chris, à 88 ans, le 28 septembre 2024, ferme définitivement la possibilité d'un dernier échange public, d'une dernière phrase claire qui viendrait tout régler. Mais la vie n'offre pas toujours ces scènes finales nettes. Souvent, elle laisse des contours flous, des mots suspendus. Et c'est peut-être ce qui rend cette histoire si humaine. Elle ne se termine pas bien ou mal. Elle se termine comme beaucoup d'amour, par une trace. On peut avoir été deux personnes passionnées, brillantes, aimées du monde entier, et rester malgré tout deux êtres qui n'ont pas su se protéger l'un l'autre. Cela n'efface pas la beauté, cela n'excuse pas la douleur, cela dit seulement la vérité d'une relation. Parfois, l'intensité n'est pas une promesse de durée, mais une promesse de mémoire. Et dans cette mémoire, il y a quelque chose d'encore plus troublant que la nostalgie, la permanence. Le fait que des décennies plus tard, une connexion puisse encore exister non pas pour relancer l'histoire, mais pour rappeler qu'elle a compté, qu'elle a laissé une empreinte au-delà de la chronologie officielle. À la fin, ce n'est pas le public qui possède cette histoire. Ce ne sont pas les articles, ni les classements, ni les cérémonies. Ce sont eux et ce qu'ils ont emporté avec eux. Rita vit avec une vérité qu'elle a osé écrire. Chris est parti avec une part de silence. Entre les deux, il y a ce que personne ne pourra vérifier, mais que beaucoup reconnaissent intuitivement. L'amour peut se briser, sans disparaître. Et sur la table, il reste une photo. Le temps, lui, ne dit plus rien.